Bonsoir. Jusqu'à ce jour, je l'avoue, je ne m'étais jamais énormément intéressé aux problèmes de justice. C'est un monde qui me paraissait totalement éloigné, extérieur à moi, et je vous l'avoue, je ne pensais pas y être confronté un jour. Donc ce monde me paraissait opaque et j'avoue que mes priorités étaient ailleurs. Et puis, quand depuis un an, vous recevez une convocation de la préfecture de police, vous apprenez que donc vous êtes accusé d'avoir provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, vous êtes amené à vous y intéresser un petit peu. Encore plus quand, depuis quelques jours, après un procès dont vous avez, lecteur de Riposte laïque, abondamment entendu parler, vous vous retrouvez condamné à 3 mois de prison, en ce qui me concerne avec sursis, pas condamné, menacé, pardon, de 3 mois de prison avec sursis et de 158 588 € d'amende et de dommages et intérêts pour Pascal Ilout et moi, Pascal n'ayant que 2 mois de prison avec sursis, c'est pas juste, hein. Donc vous êtes quand même amené à vous y intéresser. 158 588 €, on a un débat, est-ce qu'on va filer 160 000 € et on va leur dire gardez la monnaie? Bon, ça, on n'a pas encore tranché. Bon, pour redevenir sérieux, ce ne sont que des demandes, mais ces demandes et le contexte dans lequel nous avons été traduits devant les tribunaux m'amènent personnellement à plusieurs réflexions que je ne m'étais jamais faites jusqu'à ce jour sur la justice. Alors d'abord, un genre reprend en raison de leur appartenance ou non-appartenance, ethnie, nation, une race. C'est quand même étonnant que les associations antiracistes nous traînent devant les tribunaux pour ce concept, une race, que nous ayons été accusés d'incitation à la haine raciale, alors qu'elles-mêmes nient la notion de race et expliquent qu'il n'y a qu'une race humaine. S'il n'y a qu'une race humaine, je ne vois pas comment il peut y avoir du racisme. Je me permettrai d'insister également, nous entendons régulièrement des sondages de la part des Français selon lesquels leur personnalité préférée serait Yannick Noah ou Zinedine Zidane. Si réellement c'est le cas, où est le racisme des Français? Donc ça, c'est une première surprise. La deuxième surprise, c'est le mot « haine ». Et là, j'avoue que j'ai découvert quelque chose en écoutant notre avocat, maître Joseph Sipiliti, plaider lors de notre procès sur cette notion pour lui d'inconstitutionnalité de cet article. C'est-à-dire que maître Sipiliti expliquait, et d'ailleurs les juges ont été très intéressés, comment peut-on mesurer la notion de haine? Comment fait-on la différence entre l'appel à la colère et à la haine? C'est vrai que la question est très pertinente. Qu'est-ce qui permet, où est-ce qu'on met le curseur sur un appel à la haine? Moi j'ajouterais, est-ce qu'il est interdit d'haïr? Est-ce qu'on est obligé d'aimer? C'est quand même une vraie question. Moi je ne sais pas, il y a des courants politiques pour lesquels je n'ai aucune affinité. Est-ce que je n'ai pas le droit de les haïr? Est-ce que je dois seulement ne pas les aimer? Donc je trouve que là, effectivement, notre ami Joseph a soulevé un point de constitution qui me paraît des plus pertinents. La troisième chose, moi, qui m'intéresse, c'est donc ethnie, nation, race ou religion. J'avoue, je ne vois pas pourquoi spécialement une religion. Pourquoi une religion et pas un groupe politique? On arrive quand même à des situations très étonnantes. Nous avons été accusés, notamment moi, d'avoir écrit « ce sera eux ou nous », reprenant Jean-Luc Mélenchon, quand Jean-Luc Mélenchon disait « le « eux », c'était les militants du Front National ». Moi, ma différence, j'ai dit « je pense que Jean-Luc Mélenchon se trompe, je pense que ce sont les islamistes ». Donc apparemment, Jean-Luc Mélenchon, et je m'en réjouis, est inattaquable quand il dit « eux, c'est le Front National ». Longtemps, on a fait des débats sur socialisme ou barbarie. Donc je présume que la barbarie était le fascisme. Aucun socialiste n'a été traîné devant les tribunaux parce qu'il disait ce sera eux ou nous, les progressistes ou les fascistes. J'ai envie de dire de l'autre côté, un fasciste pourrait dire de la même façon ça sera eux ou nous, les républicains ou les fascistes. Je ne vois pas les fascistes traîner devant les tribunaux pour ça. Par contre, si moi je dis ce sera eux ou nous et les islamistes, bien que je dise que l'islam n'est pas qu'une religion mais un programme politique, à partir de là je suis attaquable.
Supposons que je dise, s'il y avait une résurgence de l'intégrisme catholique en France, ou d'une autre religion en France, style les évangélistes, supposons que je dise s'il menaçait la République, s'il menaçait la laïcité, s'il menaçait notre démocratie, s'il voulait introduire une théocratie religieuse, supposons que je dise ça sera eux ou nous, là je tombe sous le coup de cette loi. Je trouve que là également, il y a une véritable réflexion à mener sur cette loi et sur la spécificité d'une religion dans un pays où quand même il y a une séparation du religieux et du politique. Alors je me suis fait également d'autres réflexions. C'est qu'auparavant, jusque dans les années 90, quelqu'un portait plainte en justice à partir du moment où il subissait un préjudice personnel. Aujourd'hui, depuis la loi Guessot, des associations dites antiracistes qui n'ont subi aucun préjudice personnel ont le droit, comme s'ils étaient les porte-paroles autoproclamés du peuple de France, de traîner devant les tribunaux quiconque va tomber sous le coup de l'interprétation qu'ils ont de cette loi. Moi, ça me pose quand même une double question. La première, c'est que ces associations sont déjà largement subventionnées. Occupent-elles un rôle d'utilité publique? S'occupent-elles réellement de l'ensemble du combat antiracisme? Ou bien ne sélectionnent-elles pas un type de racisme particulier en ne regardant pas l'autre? Et dans ce cas-là, combattent-elles réellement le racisme ou bien ne l'attisent-elles pas? C'est une première question. Mais la deuxième chose, je m'interroge quand même également sur leur capacité, alors qu'elles n'ont subi aucun préjudice particulier, à réclamer des dommages et intérêts. Alors non seulement elles ont la capacité de réclamer des dommages et intérêts, mais en plus, alors que le délit, guillemets, inventé est le même pour l'ensemble d'entre elles, donc c'est le coup qu'on a provoqué et tout, donc alors que ce délit est le même, elles ont manifestement une appréciation totalement différente du préjudice, guillemets, qu'elles ont subi, puisque nous voyons dans ces demandes où l'ensemble des associations antiracistes nous demandent tout compris 78 588 € de dommages et intérêts, sans compter les droits de publication dans les journaux. Je constate que la Ligue des droits de l'homme demande 24 000 €, alors que la LICRA ne demande que 12 500 €. J'aurais tendance à dire donc que la LICRA est 2 fois moins sensible que la Ligue des droits de l'homme aux horreurs, guillemets, que Pascal ou moi aurions pu proférer. Je constate également que la Ligue des droits de l'homme, toujours elle, demande 6 publications dans des quotidiens nationaux ou régionaux. Un calcul à 5 000 € par publication fait qu'il demande 30 000 €. J'en conclus donc que la LDH est au total beaucoup plus blessée que les autres associations, puisqu'au total, la LDH demande 54 000 €, soit 4 fois plus que la LICRA. C'est quand même une vraie question sur un même délit, guillemets, supposé, que des associations antiracistes puissent demander des rapports de 1 à 4. Mais surtout, ça veut dire que ces associations passent 2 fois à la caisse. C'est-à-dire qu'elles passent déjà une première fois à la caisse parce que ce sont nos seules subventions qui leur permettent d'exister, avec le bilan que je vous cite, et d'autre part, elles sont presque encouragées à traîner n'importe qui devant les tribunaux, puisque les procureurs instruisent les plaintes, et que d'autre part, à partir du moment où les procureurs instruisent les plaintes, tout le monde se précipite dessus pour passer à la caisse et toucher sa part du butin. Donc je suis obligé de dire que quelque part, des gens comme moi, nous payons 2 fois. Nous payons une première fois avec mes impôts pour les subventionner avec l'œuvre que nous les voyons faire, et nous payons une deuxième fois quand ça tombe sur des gens comme moi, et que parce qu'ils ont pu nous traîner au tribunal, ils osent demander des dommages et intérêts qui, s'ils étaient appliqués par le juge, signifieraient pour Pascal Ilout ou pour moi la ruine de toute une vie de travail, puisqu'on est quand même à 80 000 € chacun. Je trouve là aussi que le législateur pourrait peut-être un petit peu s'interroger sur ce qui est devenu dans le quotidien l'application de ces lois et les pratiques de ces associations. Mais approfondissons la question, pourquoi est-ce que ce sont les seules associations antiracistes qui bénéficient de cette prérogative? Imaginons que des associations féministes, un petit peu sectaires,
qui pourraient pour certaines avoir une vision puritaine de la société, voire peut-être un problème à régler avec les mecs. Souvenons-nous que dans les années 68, certains groupes criaient hétéro-collabo. Donc supposons qu'ils aient tendance à voir dans tout acte un petit peu de séduction, de conquête d'un homme pour une femme, une action d'incitation donc à la violence contre les femmes. Et imaginons que ces associations bénéficient des mêmes prérogatives que ce qu'on a accordé aux associations antiracistes. Je pourrais avoir la même réflexion sur des associations homosexuelles. Imaginons, dans la période où le débat sur le genre revient, que des associations homosexuelles estiment qu'à partir du moment où sur une photo vous avez 4 couples hétéros et seulement un couple homosexuel, eh bien c'est bien évident que c'est une discrimination abominable contre les homosexuels, que c'est un appel à la discrimination qui mérite donc sanction de la part du photographe, du cinéaste, du reporter et tout. Est-ce que vous voyez la société dans laquelle on pourrait tomber ? Mais imaginez également que vous ayez des associations de défense de la cause des enfants. Pourquoi pas, hein. Certaines personnes vous racontent que l'enfant est un être humain à égalité de droits avec les adultes, que c'est une ségrégation de considérer que les adultes auraient des droits supérieurs. Vous avez la Commission européenne et l'ineffable Cohn-Bendit qui militent ouvertement pour interdire la gifle à des enfants, pour la pénaliser. Imaginons par exemple qu'un film La Gifle, où vous voyez Lino Ventura mettre une grande claque à une actrice qui devait s'appeler Sophie Marceau, je crois, dans ce film. Imaginez un petit peu le désastre quotidien que ça engendrerait. Donc j'essaye de vous montrer à travers ces quelques exemples ce que les prérogatives des associations dites antiracistes peuvent engendrer dans une société qui est en train de perdre la boussole. J'ai un dernier exemple à vous citer sur cette situation des enfants. Très franchement, je ne comprends toujours pas ce que des personnes comme Pascal Elout ou moi avons fait pendant 10 heures dans un tribunal. Très franchement, je considère que ce n'est pas notre place. Je considère que ce n'était pas plus la place d'Éric Zemmour il y a quelques mois. Je considère que ce n'était pas plus la place d'Éric Houellebecq il y a quelques années. Mais j'ai lu ce matin dans Marianne, par le procureur Bilger, une anecdote qui m'a encore plus interpellé. Le maire d'une commune, d'une petite commune du Nord, Coussorles, donc Marcel Boizard, s'est retrouvé lui aussi, le même jour que nous, traîné au tribunal. Qu'avait fait ce dangereux délinquant ? Maire de sa commune, il avait été insulté et menacé par un petit délinquant qui fout la pagaille dans la ville, qui n'arrête pas de multiplier les actes d'incivilité et qui donc publiquement a insulté et menacé le maire. Cet homme qui n'a pas l'air d'être un homme violent, il dit lui-même qu'il n'a jamais mis une gifle à ses enfants de sa vie, a eu le réflexe qui lui paraissait naturel, il a collé une gifle à celui que j'aurais envie d'appeler le branleur. Il a donc collé une gifle au gamin. Dans le monde de la France de 2010, sans doute les parents ont-ils déposé plainte, toujours est-il que Marcel Boizard s'est retrouvé traîné devant les tribunaux et, d'après ce que disait le procureur Bilger, méprisé par un procureur arrogant, hautain, qui l'a vraiment fait passer pour un sale type. Il paraît que Marcel Boizard, qui a refusé de plaider coupable, est sorti très anéanti de cette séance. Et ça m'a fait vraiment penser à tout ce que nous avions entendu de la part de certains avocats antiracistes, voire de la procureure de la République ce vendredi. Mais ça m'a rappelé aussi une anecdote, c'est-à-dire que j'ai été, dans mes jeunes années, entraîneur de football. J'entraînais des cadets qui avaient entre 14 et 15 ans. Et je me souviens de mon premier entraînement, il y avait manifestement un meneur, c'était le capitaine de l'équipe, et à la fin, il m'avait un petit peu cassé les pieds pendant tout l'entraînement, il cherchait un rapport de force entre lui et moi, et à la fin de l'entraînement devant tous ses copains, il m'a traité de con. Mon sang n'a fait qu'un tour, je suis allé le voir et j'y en ai collé une, je lui ai mis une grande gifle. Le reste de l'année, j'ai pu travailler en paix, et surtout ce gamin est devenu la crème des gamins. J'en ai fait le capitaine, c'était le meneur du groupe, il avait cherché ses repères, il les avait trouvés et tout allait bien. Je crois que par ce résumé, on peut, mieux que de longs discours, montrer la dégénérescence depuis 40 ans dans laquelle notre société est en train de s'enfoncer. Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit,
hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens. La France est en résistance.